Bonjour et bienvenue dans notre émission Inspiration. Et aujourd'hui, on va vous faire rêver en vous emmenant dans un endroit absolument magique et féerique. Bienvenue au Puy du Fou. Xavier, bonjour. Bonjour Pascal. Un grand merci de nous recevoir dans cet environnement qui est quand même magique. Alors magique parce que bien entendu, le Puy du Fou, c'est connu pour toutes ces animations qui nous emmènent, qui nous font rêver et qui nous transportent loin et qui emmènent l'esprit dans une autre période de l'époque française. Et ici, dans ce cadre des animations, il y a bien sûr la nature. Et la nature, vous savez la dompter pour qu'elle soit tout aussi féerique que les animations. Et ça, je trouve ça remarquable. Vraiment, bravo pour le travail que vous réalisez. Alors toi, tu es responsable des entretiens, de la qualité des végétaux. Ouais. Et j'avais envie que l'on parle aujourd'hui de cette roseraie, parce que depuis le temps que je viens, pour moi, c'est vous gardez vraiment une qualité au niveau des roses. Et au moment de notre tournage, on est mi-août. Voilà, l'été est passé, il y a eu les différentes périodes de pluie, de chaleur, et malgré tout, il y a très peu de maladies. Les roses sont magnifiques. Alors, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que... Déjà bienvenue au Puy du Fou, Merci. Pascal. Merci. Donc là, nous sommes dans la roseraie de Ronsard. Roseraie de Ronsard. Roseraie de Ronsard. Alors, on en discutait un petit peu avant. Ouais. C'est vrai que c'est une roseraie, mais c'est, on va dire, un jardin de roses. D'accord. Hein, la plante phare, c'est la rose. Donc, comment on fait pour avoir des roses en forme? La première chose déjà, c'est de les nourrir énormément. Même pendant la saison, c'est pas au démarrage, c'est plusieurs fois dans la saison. En fait, l'idée, c'est d'avoir une plante qui soit en forme. Et à partir du moment où elle est en forme, à partir du moment où elle est bien nourrie, c'est comme nous, logiquement, elle sera plus résistante, elle sera moins apte à avoir les maladies ou à avoir les petits insectes qui viennent la grignoter. Donc ça, c'est vraiment la priorité, donc une plante en pleine forme. On suit les étapes dans le sens mars, ça va être l'azote. Enfin, l'azote, c'est de l'engrais organique avec différents équilibres. En fait, on se complique vraiment pas la vie. D'accord. On prend, alors techniquement, on prend nous c'est des engrais type Beauchevaux, hein, je ne sais pas si on peut les citer, mais bon, Beauchevaux, voilà, c'est des fumiers déshydratés, ou des composts déshydratés qu'on vient épandre au pied des rosiers. On se complique pas la vie, parce qu'on a une surface quand même qui est quand même relativement grande. Et donc l'idée, c'est que ça soit rapide, très efficace. On commence, on va dire, au mois de mars, premier épandage. Ensuite, on va intervenir au mois de juin. Alors, au mois de juin, on passe sur un engrais type sans dessécher, qui a un effet un petit peu plus coup de fouet. Juin-juillet, où après la grosse floraison, ça va leur permettre de se rebooster un petit peu. Et puis après, septembre-octobre, on va revenir sur le Beauchevaux. En fait, l'idée, c'est que le sol il soit riche en humus. On revient sur le fumier, d'accord. On revient, voilà. Et le Beauchevaux, souvent, j'en remets même en plein hiver pour que le sol il soit nourri en permanence. D'accord. Comme il faut un temps d'assimilation que les petits vers, on va dire, intègrent le Beauchevaux dans le sol, il faut compter 1 ou 2 mois avant que ça soit vraiment efficace. Donc, on vient plusieurs fois dans l'année les prendre. Donc intéressant, on est vraiment sur ce jeu, les petits vers qui vont venir manger, leur déjection apporte l'azote. C'est ça. Enrichit, et le rosier se nourrit tout seul directement dans le sol. On ne vient pas apporter des nutriments ou des éléments extérieurs, c'est vraiment le sol en priorité qui doit être, lui, riche. Excellent. Donc le sol, donc système racinaire. Système racinaire, est-ce que le porte-greffe est spécifique ou est-ce qu'on a une recherche Alors, ici on est dans des sols très acides, hein, on est dans de granit dégradé, c'est assez sableux, c'est assez rocailleux, donc il faut quand même quelque chose qui soit adapté au sol. Alors nous dans les haies bocagères, on a le rosier canina qui pousse, l'églantier, donc en fait on prend du rosier qui est greffé sur Rosa canina, voilà, totalement adapté ici. Et c'est aussi le premier, c'est un autre critère aussi pour avoir un bon rosier, il faut que le porte-greffe il assimile au maximum les éléments nutritifs, donc il faut des racines qui soient adaptées. Alors on a parlé du système racinaire, on a parlé du porte-greffe, mais malgré tout il y a toute cette diversité, donc est-ce qu'il y a une sélection sur les variétés également? Et puis la roseraie a 30 ans,
Oui, hein, donc, 30 ans cette année, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des pieds qui ont 30 ans ou en fait il y a quand même eu un renouvellement Alors, je pense qu'il y a des pieds qui ont 30 ans, ouais. mais la plupart ont été renouvelés. D'accord. Parce qu'effectivement, ce qu'on pouvait mettre il y a 30 ans, qui fonctionnait mais sous perfusion, on va dire. Maintenant, on n'est plus dans cette idée-là, cet esprit-là. Donc l'idée, c'est d'avoir des variétés qui sont zéro phyto depuis au moins 15 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes. Oui. Donc avec le temps, forcément, en l'absence de toute alimentation, enfin de tout engraissage ou de tout produit phyto, on a des variétés qui sont plus du tout adaptées. Donc ces variétés sont éliminées et on vient reprendre des variétés, soit des variétés anciennes, soit des variétés plus récentes, qui sont soit labellisées ADR, soit des variétés un petit peu plus type rugosa ou botanique, enfin des choses que voilà, on sait qui naturellement en fait vont résister. D'accord. Voilà. Donc il y a une sélection quand même aussi sur le parfum parce que on est quand même à déambuler, donc j'imagine qu'il faut que il faut que ça soit parfumé. En fait, il faut attirer le visiteur par les fleurs, par la floraison, par les couleurs, mais aussi par le parfum. Donc c'est vrai que quand il fait doux, quand il fait chaud, normalement la roseraie emmène le parfum un petit peu plus sur les extérieurs et c'est censé attirer les gens. Ouais. Donc on peut avancer là vers des massifs. Où on a des rosiers. Alors ces variétés-là ont été plantées il y a 4 ans, qu'elles sont maintenant bien implantées. Donc là, on a un mix de 3 variétés. Ce sont des variétés qui n'ont pas des grosses fleurs. En fait, on n'est plus dans ce principe de la grosse fleur, type un peu fleur à couper. On va plus partir sur des variétés un peu plus buissonnantes avec de la petite fleur, mais de la fleur qui va se renouveler dans la saison beaucoup plus rapidement. On n'a même pas forcément nous besoin d'intervenir et couper les fleurs fanées, parce qu'en fait on a sans cesse des remontées. Là on est quand même, c'est vrai qu'on est au 25 août pratiquement, et ici ça fleurit depuis le mois de juin, non-stop. Sans intervention particulière, on coupe les. On ne va même pas chercher à couper des fleurs. Alors, si on va couper les gros bouquets quand même de temps en temps. Mais en soi, en fait, ça se fond un petit peu dans l'ensemble. Donc ça, c'est des variétés qui viennent, sont des variétés des créations de Jeanlin Lebrun. D'accord. Voilà, donc pépinière Mela Rosa avec qui on travaille depuis quelques années. Voilà, qui est dans cet esprit-là de le rosier doit se débrouiller. Voilà, il doit être beau, il doit se débrouiller. Voilà. Donc, on le plante, on arrose à la plantation. C'est le conseil, les conseils de Jeanlin, pour pas le citer. On l'arrose à la plantation et après, on ne s'en occupe plus. Voilà, on le nourrit, composte. Est-ce qu'on aère quand même un peu le cœur parce que moi je suis toujours à dire voilà, il faut absolument tailler pour aérer, pour que le vent passe et que ça. Oui. Mais le rosier, en fait, quand il repousse, il repousse comme il veut. Donc, oui, c'est peut-être des choses sur lesquelles on focalise pas tellement. On va quand même, on va plus faire ça dans l'idée d'avoir un rosier qui s'étale et qui offre en fait un massif homogène. Voilà, pour pas que ça pousse dans le même sens. Mais hormis ça, voilà, la taille. On n'est plus dans la taille comme on apprenait au lycée horticole il y a 25 ans. La taille, elle doit se faire de façon assez naturelle. La taille, c'est une des étapes de la floraison du rosier ou de l'entretien du rosier, mais c'est pas. Souvent, c'est vrai que ça fait peur un petit peu en tant que particulier, ça fait peur. Comment je vais tailler mon rosier? Franchement, faut pas s'en faire tout un monde. Faut faire des choses très simples. Et la nature, de toute façon, derrière, elle va suivre le rythme. C'est vrai. Bon, là, on s'approche d'une rose qui est quand même assez magique. Là, je sais pas s'il y a un parfum, pas trop. Peut-être qu'on est le matin. On est encore un peu frais. On est un peu tôt le matin. Elle est juste magnifique cette-ci. Alors, est-ce qu'on est dans une exception d'une rose qu'on a gardée un petit peu en hauteur Oui, en fait, voilà, c'est ça. À partir du moment où on va dire elle fait le job, elle n'est pas trop malade, etc. On la garde. Alors, en fait, la maladie, faut pas non plus s'en tracasser, parce que si on regarde vraiment un petit peu plus bas, il y a un petit peu de Marsonia. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, on n'y peut rien, le Marsonia, ça sert à rien de venir le traiter. On sait que le rosier va perdre ses feuilles en saison, ça l'empêche pas forcément de fleurir et surtout ça ne l'affaiblit pas pour l'année suivante. Il faudra bien juste faire attention à bien le tailler au printemps suivant, essayer pour nous d'enlever un maximum de feuilles mortes au sol. Ça c'est une des précautions que vous apportez. Voilà, essayer de retirer en fait toutes les vieilles feuilles. Et puis l'idée aussi, c'est justement pour pas qu'on ait cette vision d'un rosier un petit peu dégarni, c'est de venir accompagner la plante avec d'autres plantes, donc de la plante annuelle, des bulbes, des arbustes, etc. Pour que notre attention soit portée sur autre chose. Oui, c'est vrai que quand on prend un peu de hauteur, on voit que c'est du dahlia qui est derrière, qui amène beaucoup de floraison. Beaucoup de floraison. Ça, c'est la plante magique de l'été.
Alors, je vois une floraison intéressante là sur un rosier. Il est quoi? Il est orange, il est rouge. Alors il est corail. Il est corail. Ah bah oui. C'est un orange. Alors ouais, c'est une variété hyper intéressante qui s'appelle Isalia. Donc c'est un déco-rosier. C'était rempli de fleurs là. On a raté la belle période. Là. Ouais, exactement. Il fleurit du mois de juin, on va dire jusqu'au gelée sans interruption, hein, puisqu'il va remonter encore. Donc labellisé ADR. D'accord. Hein, donc c'est un label allemand qui ils font des tests pour sur la résistance aux maladies, particulièrement des rosiers. Rosiers sans entretien particulier, nous on les taille tous les 2-3 ans. Ah oui? Oui. Et c'est une taille comment? Parce que des fois j'entends c'est une taille vulgaire à la cisaille. Souvent on commence par une taille à la cisaille pour vraiment dégager l'ensemble de la végétation. Et après on revient travailler avec au sécateur pour garder 5 à 7 petites branches. Et comme c'est un rosier qui est assez petit, voilà, on taille assez court, hein, ça lui pose pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une taille Ah oui, on est à 10-15 cm. Ouais, c'est ça, 10-15 cm. Wow. Exactement. Et en mars, ou une taille quand même de formation Mars, oui, taille de printemps. Et puis, on va dire qu'arrivé au mois de juin, ça y est, il est reparti, il fleurit, comme si de rien. Voilà. Donc c'est le rosier Isalia. Isalia. Très beau rosier. Ouais. Alors comme je disais, on voit beaucoup de dahlias autour. Oui. Wow, là, on a un massif extraordinaire. Donc, tu le disais au départ, ce n'est plus une roseraie. Non. C'est un jardin de roses. Exactement. Parce que dans ce jardin, on vient compléter avec autre chose. Alors effectivement, comme on pourrait imaginer, je suis surpris de voir des grandes gousses qui sont là. Donc ça, ce sont des haricots d'Espagne. Qui ont une magnifique floraison, un petit peu saumon, très tôt au printemps, qui grimpent très vite. Donc typiquement, on avait un rosier grimpant qui lui a fleuri, hein, donc un rosier rouge, qui a fleuri. Et puis, plutôt que de se dire ce rosier, on va le laisser comme ça, on vient l'accompagner, on vient le recouvrir de magnifiques fleurs grimpantes qui font, en une saison, qui arrivent à recouvrir l'arche complètement. Donc voilà, on est sur une annuelle qui va venir. Vous changez tous les ans? Oui, on renouvelle tous les ans, on essaye des nouvelles choses. Et c'est la même chose pour les dahlias. Donc là, typiquement, on avait ici, il y a quelques mois, des rosiers ici, hein, dans tout le massif, qu'on est venu arracher. Et on a remplacé, en tout cas cette année, par des dahlias. Et peut-être que l'année prochaine, on va se dire, on vient remettre des rosiers, mais des rosiers plus résistants, des rosiers. Voilà, ça va être vraiment au choix sur l'évolution qu'on va en donner. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est vrai que le jeu de couleurs, là, d'avoir quand même les rosiers qui restent présents en hauteur et quand même avoir cette densité de fleurs. On a une belle vague, effectivement, de rosiers. De dahlias, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y en a, on avait parlé de l'Isalia, pardon. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre coup de cœur dans la roseraie? Est-ce qu'il y a encore... Alors, moi j'aime beaucoup les rosiers rugosa. Alors bon, là, ils sont pas au milieu de leur forme. Les rosiers rugosa, pour moi, c'est le rosier qui a tous les critères. Maladie, franchement, il en a presque jamais. Les insectes, c'est pareil. Les ravageurs, c'est pareil. Ils fleurissent abondamment. Donc là, c'est une variété qui fleurit violet. Et surtout, ça a un parfum quand même exceptionnel. Hein. Les rosiers rugosa ont des parfums très forts et très suaves. Hein. Donc, voilà. On voit bien quand même que la fin de l'été est là. On voit bien que les feuilles, on l'a dit, avec le Marsonia qui s'est quand même installé. Oui. Mais quand on regarde, c'est vrai, alors, par ce jeu des annuelles, par ce jeu des rosiers à petites fleurs ou à fleurs groupées, il y a beaucoup de densité. Mais il y a quand même des rosiers à grandes fleurs et qui amènent quand même un entretien particulier, qui amènent quand même de la taille. On a dit sur l'Isalia, je vais y arriver. C'est une taille un petit peu vulgaire à la cisaille. Là, on est quand même sur quelque chose quand même un peu plus conventionnel. Je dirais qu'il y a eu un respect des yeux, il y a eu un respect du rythme, de la taille. Oui, en fait, il faut être quand même honnête. Hein. On a, comme à tout à chacun, on a les rosiers qui subissent un petit peu les affres de la météo et du temps. Donc là, on a un rosier avec le Marsonia, les feuilles qui jaunissent, on a de la fleur fanée. Donc à cette période de l'année, on va intervenir sur, pour l'instant, une seule chose, c'est tailler les fleurs fanées. Donc l'idée, c'est de venir couper la fleur fanée. On parle toujours de couper au-dessus d'une feuille à 5 folioles. Donc là, en l'occurrence, sur cette tige, on viendrait sélectionner, ici on a 3 folioles, donc on viendrait couper ici. Parce que là, il y a 5 folioles. Là, il y a 5 folioles. Voilà, une fois que cette rose sera fanée, donc l'idée, c'est de forcer le rosier à refaire des nouveaux boutons. Hein. C'est ce qui a été le cas ici. Il a été taillé au mois de juin-juillet. Donc ici, il y a des nouvelles têtes qui arrivent et qui vont redonner de la floraison. Est-ce qu'il y a un souci aussi de chercher
alors, le 5 folioles, mais également avec l'œil qui va regarder vers l'extérieur. Alors, oui, c'est mieux, mais honnêtement, c'est pas très grave si l'œil est orienté différemment. D'accord. L'idée, à partir du moment où il va y avoir un bouton, un œil, et qu'il va pouvoir refaire une nouvelle rose, c'est déjà un bon postulat. Ouais. Ce rosier, ensuite, il va être taillé au mois de mars. Alors, ça va être une taille où on va venir le nettoyer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut déjà voir des branches qui n'ont pas fait de nouvelles pousses, qui sont déjà un peu jaunes, elles vont être supprimées. On va garder les branches qui sont plus vertes, plus épaisses. Voilà, on va garder de 3 à 5 branches, orientées, on va dire, comme une main avec les doigts vers l'extérieur. Hein, donc l'idée, c'est que le rosier s'étale et qu'on ait à l'intérieur du rosier la lumière qui arrive pour éventuellement provoquer des nouveaux départs. Et puis ces branches, donc on les sélectionne 3 à 5, on va les raccourcir. Sur un grand rosier, on va pouvoir venir tailler assez long, hein, donc à 5 à 7 yeux. Voilà. Sur des rosiers plus petits, on peut couper plus court, hein, et venir tailler à 3 yeux. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi le fait que vous êtes fermé l'hiver. Oui. Il n'y a pas forcément une recherche à avoir la roseraie belle, parce qu'autrement, on aurait une tendance à couper à 5 à 6 yeux à l'automne. Pour garder si jamais il y a un gros froid, se dire on a de quoi rattraper. Voilà, non, en fait, non, voilà, on les laisse tranquilles tout l'hiver. On vient pas on peut les prétailler, nous, techniquement, si vraiment c'est au niveau du timing, voilà, mais sinon, effectivement, on laisse se reposer. Donc au mois de mars, vous remontez les manches, quoi. On retrousse les manches, exactement. Et voilà, on y va. Alors après, on étale un petit peu parce que c'est vrai que dans le calendrier de taille, on a tous les rosiers grimpants, on a une vingtaine de variétés de rosiers grimpants qu'on taille dès le mois de janvier. D'accord. Voilà, sur l'ensemble du parc. Je vais essayer cette année de tailler certains rosiers buissonnants vers le mois d'octobre-novembre. Voilà, déjà effectivement de les rabaisser un petit peu pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis après, bon, on a des gens qui sont très performants, c'est des professionnels, donc ça y va très vite. Très bien. Alors une autre variété particulière là, qui a des épines qui sont extraordinaires là. Effectivement, c'est un rosier, donc son petit nom c'est Rosa sericea pterracantha. Alors c'est un rosier qui sort de l'ordinaire. Pterracantha. Pterracantha, d'accord. Comme ptérodactyle. C'est une variété qui sort de l'ordinaire parce qu'effectivement, elle est remarquable non pas par sa floraison, il fleurit blanc au mois de juin, mais c'est surtout par ses épines qui sont quand même juste énormes déjà et qui sont d'une couleur phénoménale, qui sont rouges. Alors, là, c'est des rameaux un peu tardifs, donc la couleur n'est pas aussi intense qu'au printemps. Mais voilà, au printemps, c'est un rouge très vif, vermillon. Et au lever du jour, avec le soleil en contre-jour, c'est juste superbe. Faut imaginer que ici, on a un massif complètement rouge. Et en fait, on peut sortir de la rose par sa fleur. Et la rose ou le rosier peut être intéressant aussi par sa structure, sa forme, ou en l'occurrence ici par ses épines. Pourtant, c'est notre ennemi juré un petit peu sur le rosier. Il faut avoir des bons gants quand on s'approche de celle-ci. Exactement. Mais c'est vrai que le rouge et le vert, couleur complémentaire dans le cercle chromatique, c'est juste... on a un superbe effet visuel. Et puis on a des pousses, des tiges qui vont monter à 2 mètres, presque 3 mètres parfois, suivant les conditions. Et ça, on va pas l'appeler un gourmand là. Non, on est vraiment dans la tige de cette année. Wow. Donc là, ça va être une taille très courte au printemps pour l'inciter vraiment à faire des jeunes départs. Voilà. Et tous les ans, on va venir le tailler. D'accord. On est vraiment dans cette approche, comme on l'a dit, du jardin qui n'est plus que de la rose, qui est une belle combinaison d'annuelles, de vivaces, de petits arbrisseaux aussi. C'est ça. Mais c'est cet ensemble qui est absolument magique. Et c'est vrai que d'amener de l'annuel comme vous faites, avec aussi les dahlias, ça amène vraiment une couleur extraordinaire. Non, bravo pour ce maintien. Mais maintien, je sais que ce n'est pas que ça, il n'y a pas que la roseraie. Il y a combien d'hectares sur le parc ? Alors le parc, c'est une 50aine d'hectares. 50aine d'hectares. Voilà, avec une partie de forêt, évidemment, les bâtiments, les spectacles, et tout le reste, c'est des jardins, c'est des espaces paysagers qui font le lien entre les différents sites du parc. Et puis le parc, ce n'est pas que le parc, c'est aussi une partie d'hôtel avec une trentaine d'hectares.
Ah oui, dans les 50, il n'y avait pas les hôtels. C'est vraiment que le parc. On a voilà, une trentaine d'hectares sur les hôtels. Et puis, on fait également, alors pour la partie espace vert, l'entretien un petit peu de tout ce qui est extérieur. Hein. Donc, on a, nous, on va dire environ 200-250 hectares à s'occuper. Bon, il y a de quoi faire. On ne chôme pas. Ouais, non, j'imagine. On va aller découvrir une autre zone extraordinaire qui est cette vallée de la Marienne. Le Val de la Marienne. Val de la Marienne, voilà. Ça. Et Marienne qui veut dire la sieste. La sieste. Allez, on va se reposer. Bon voilà, typiquement on arrive dans ces environnements qui reflètent la magie du Puy du Fou. Alors déjà, on a cette cascade. J'espère qu'il va y avoir la brume qui va sortir d'ici pendant qu'on est là, mais c'est juste magique là. Comment ça s'organise un jardin comme ici en fait? Alors donc là, on est dans un jardin à l'anglaise. On est dans un espace qui est totalement naturel, c'est-à-dire une petite vallée avec les bois, les sous-bois, les chênes. Et on a en fait le fond de la vallée qui est complètement paysagé avec le petit ruisseau qui permet en fait d'avoir une fraîcheur très importante dans ce lieu. On a un effet de brumisation aussi qui donne un effet un petit peu magique au lieu, puis qui apporte de l'humidité aussi pour les plantes. Et donc, en fait, ici, l'idée du lieu, c'est d'avoir un jardin qui nous transporte, qui nous fait sortir un petit peu du Puy du Fou, un lieu un petit peu magique, qui rappelle un petit peu les épopées de la Pérouse qui ramenait des plantes ici, en France. Exact. Voilà, donc c'est un petit hommage à ça aussi. C'est un petit clin d'œil aux botanistes qui parcouraient le monde pour ramener des sujets intéressants. Donc on a ici un choix de végétaux qui est complètement adapté à ce lieu un peu à l'ombre, un petit peu humide. Et donc on a des plantes phares typiquement derrière le grand Gunera, qui est on va dire la plante sur laquelle les gens focalisent énormément, les visiteurs focalisent énormément. Bien sûr. Les bananiers et voilà, tout l'environnement qui va. Il y a aussi, je vois un très beau tétrapanax là qu'on va... Tétrapanax, oui, effectivement. Extraordinaire, on va aller le voir. Alors autant effectivement le Gunera, il demande des conditions bien particulières. Hein, c'est un frileux, donc il va demander une protection hivernale, qu'on coupe ses feuilles, qu'on apporte de la feuille morte et qu'on le couvre. Même si nous, nos pieds ont presque 30 ans, donc on va dire qu'ils sont assez résistants. Mais malgré tout, c'est vrai que pour un particulier, c'est compliqué. Il est compliqué d'avoir un Gunera chez soi, hormis avoir un point d'eau, avoir un étang. Il faut avoir l'humidité, c'est une plante de berge. C'est une plante de berge, il faut que les pieds soient dans l'eau. À l'inverse, le tétrapanax, lui, est beaucoup moins exigeant. Il pousse très vite, il est rustique, pas besoin de protection particulière. Il demande un petit peu de fraîcheur, on va dire que c'est le seul bémol. Donc un terrain qui soit un petit peu irrigué éventuellement. Sinon, il pousse mi-ombre, soleil, un peu toutes les conditions. Donc là, on est sur une combinaison de feuilles. Oui. Vraiment, c'est la recherche dans le feuillage. Oui. Des points de couleur quand même où on voit il y a de la fleur avec les hydrangeas qui sont là. On voit des hibiscus des marais là-bas. Donc voilà, il y a quand même ces recherches de pointes de couleur, mais c'est surtout le feuillage. Au printemps, on va dire, on aura une floraison qui va être hyper présente. D'accord. En été, un petit peu moins. Donc effectivement, en été, on joue sur les feuillages. Hein, donc les feuillages panachés, les formes de feuillage, les hauteurs de feuillage. Et on a une combinaison en fait, et les couleurs de feuillage bien sûr. On a une combinaison qui à l'œil en fait se rend le lieu agréable un petit peu en toutes circonstances. Toujours une recherche de niveau des plantes. Je vois là les ophiopongos qui sont là, qui viennent en contraste. Il y a toujours cette recherche. Une plante basse, une plante moyenne, une plante. Alors oui, on va essayer d'avoir des zones un petit peu plus basses pour que le regard il puisse se projeter un petit peu plus vers l'arrière. En l'occurrence que le regard glisse un petit peu sur les Gunera ou sur les cascades. Mais on va rester à peu près dans les mêmes hauteurs. Là, on va être sur du 10, 20, 30 cm. Donc là, c'est des plantes relativement faciles. Le seule petite chose qui ne pousse pas très vite. Il faut être très patient pour obtenir une zone comme ça. Il faut quand même presque une dizaine d'années. Voilà, mais c'est une plante hyper facile en soi qui s'associe merveilleusement avec des feuillages panachés ou des feuillages un peu plus clairs. Donc dans votre recherche, je trouve intéressant, c'est que le regard glisse vers. Et ça, c'est vraiment le concept de l'aménagement paysager, c'est qu'on ait sans cesse des plantes qui, à un moment donné, sont belles, mais aussi orientent le regard vers un sujet plus loin. C'est ça. Là, dans l'aménagement global, on va dire, du lieu, on a des points focaux. Les ostas qui nous emmènent vers vers l'hydrangea ou vers le bananier qui est derrière. Et puis, quand on va arriver par le haut, le regard, lui, va être attiré différemment parce qu'on crée des perspectives, des petites coulées
petites coulées vers une chose sur laquelle on veut focaliser l'œil du visiteur. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'interdit, de marcher sur la pelouse? Oui, sans aucun problème. Super. Ouais. Alors là, moi, je vais me faire un petit plaisir. Tu l'as ça? C'est enregistré? Ah oui, au contraire, il faut en profiter. Bon, alors là, c'est interdit, ça. Hein. Oui. Donc, j'ai un privilège. Et je trouvais fabuleux. Également, on a parlé donc des plantes qui emmènent le regard. Mais là, je vois que votre tracé aussi du massif, la pelouse elle est surélevée. Oui. Les massifs sont 5-6 cm en contrebas. C'est ça. C'est pour le paillage, c'est pour... Alors là, c'est vraiment le côté esthétique. C'est côté esthétique. Là, purement ici dans cette zone en tout cas. D'accord. En fait, l'idée c'est de mettre en valeur le massif. D'accord. De mettre en valeur les plantes qu'on est venu planter. Donc en fait, c'est vraiment la petite bordure qui va souligner le massif, qui va dessiner le massif. Donc ça veut dire on vient couper avec une petite lame la terre. Ouais. Et puis quand on vient ensuite entretenir le massif, on vient découper avec des ciseaux le gazon qui va dépasser. Alors ici, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais sur des zones un peu plus poussantes. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, on va venir gratter nos massifs, un binet. Un bon binage vaut 2 arrosages ou 3 arrosages. Je ne sais plus ce que dit l'adage précisément. Et après, on vient faire en sorte que la terre, on la remonte. Pour que, en fait, Donc en fait, le sol était à même niveau, mais vous le creusez pour créer ce dessin, ce cheminement. C'est ça. Ouais. Alors je vais cheminer parce que je trouve ça magnifique. Et pas de paillage? Alors, pas de paillage. Pas de paillage? Non. D'accord. Pas de paillage sur cette zone parce qu'en fait, on a une densité de plantation qui nous autorise à ne pas pailler. Parce que les adventices n'en poussent pas énormément du coup. D'accord. Le sol reste frais parce qu'on est dans un environnement quand même avec les massifs, enfin la petite rivière au milieu. Donc ici, on peut se permettre de ne pas pailler. D'accord. Ok. Ouais. Ça génère pas trop d'entretien. C'est faible. Je te dirais que si c'était chez moi, je mettrais du paillage. Ouais. Parce qu'on a quand même besoin de venir passer régulièrement ici. Ouais. Sinon, non. Ouais. Franchement, ça se fait. Et puis, les plantes couvre-sol en fait font le boulot pour nous sur la plupart des endroits. Je sais pas si tu as la variété en tête de celui-ci, mais alors c'est le Rodgersia Aesquifolia ou Aesquifolius. D'accord. À feuille de marronnier. Extraordinaire. Ouais. Ah, ça c'est un beau couvre-sol. Hein. C'est un super couvre-sol. Il a une belle floraison au printemps. Quand il débourre, les feuilles sont, enfin les bourgeons sont rosés, orangés, marrons. Ouais. Donc c'est un spectacle en soi, effectivement. On a quelque chose qui reste joli un peu toute la saison. En automne, ça va virer à l'orange. Donc ah oui, ah oui, c'est magnifique. Ouais. Voilà, c'est vraiment magique hein, quand on voit ce mouvement là. C'est avec les fougères arborescentes, avec le, c'est extraordinaire. Là, c'est une zone en fait sur laquelle on commence à retravailler. On est venu la dégager il y a quelques semaines et puis on va venir réintégrer un petit peu plus de vivaces, un petit peu plus d'arbustes cet automne pour recréer une nouvelle zone où visuellement on apporte des choses aux visiteurs. Donc là, on a un mix de plein de choses, de plein de variétés d'arbustes. On a des camélias, les camélias 500K qui vont fleurir à l'automne. Voilà, qui sont blancs. On a des azalées mollis qui fleurissent au printemps. Donc, l'idée, c'est d'avoir encore une fois un renouvellement constant de floraison, d'avoir pas mal de choses différentes pour offrir tout le temps un intérêt en fait aux visiteurs. Ouais, très bien. C'est un sacré travail hein, de penser la gamme végétale pour être sûr qu'il y ait toujours de la couleur, toujours un intérêt. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, ça nous oblige à faire de la recherche permanente et puis à essayer de trouver aussi des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Ah oui. La perle rare, même si on n'a pas enfin, c'est pas des jardins à caractère botanique. Hein, le visiteur, il vient là lui pour voir avant tout les spectacles. Et en fait, on apporte un petit plus. Ah oui. On apporte une surprise aux visiteurs et souvent ils nous disent on va revenir, mais cette fois plus pour revoir les jardins. Ah oui. Donc là, c'est gagné. Hein, le pari est gagné. Ça veut dire qu'on a attiré leur attention. Quoi. Je peux le comprendre. Et surtout cette vallée, c'est une vraie merveille. Oui, c'est le petit lieu de repos en fait entre deux spectacles, entre le rush de la journée. Ça y est, là, on a la féerie qui arrive. C'est la brumisation qui se met en place. Donc là, c'est typiquement les conditions optimales pour les fougères arborescentes. On a quand même intégré un système d'irrigation particulier, mais en soi, on pourrait l'enlever parce que, en fait, avec la brumisation régulièrement, ça peut le faire. Ça, c'est le contexte idéal
Enfin, c'est le contexte de la fougère. Hein. Ouais. C'est marrant parce que c'est une brume, mais en fait, on n'est pas du tout... c'est vraiment très fin. Non, hein. c'est très fin, ouais. C'est excellent. Ouais. Dans les périodes où on fait attention aux consommations d'eau, Bah oui. on est obligé d'avoir des choses qui techniquement en fait, voilà, apportent un petit plus, mais pas qui consomment beaucoup d'eau. Hein. Alors là, je vois qu'avec une fleur qui est quand même assez volumineuse, on arrive sur une petite fleur qui est magnifique. Oui, un petit peu plus délicate. Un petit peu plus délicate. Alors, elle paraît délicate, mais c'est une championne. C'est la Primula viali, hein, Primula viali. Donc championne par la floraison. Par la floraison, par sa résistance, par sa capacité à s'adapter à son environnement. Ouais. J'avais peur au départ quand on l'a intégré ici au Val de la Marienne parce que je me disais ça va être petite chochotte. Pas du tout. Ah ouais. En fait, j'ai la surprise tous les ans de les voir ressortir et voilà, se prospérer. Donc, moi, ce que j'adore, c'est le contraste en fait entre le haut de la fleur avec la petite pointe qui est un petit peu rouge et puis les petits panicules un peu violets. Oui. C'est c'est très redressé au-dessus du feuillage et ça forme un magnifique massif. Mais... ça demande un petit peu encore une fois, de sol un petit peu frais. Ça va être la seule condition. Ouais. Voilà. Puis mi-ombre, hein, ombre, voilà. Il faut que ce soit quand même des conditions un peu de fraîcheur. Donc fraîcheur qu'on a un petit peu par le bas du massif où l'eau vient glisser là. Oui, c'est ça. Mais je vois qu'il y a une plante qui est quand même assez intéressante juste à côté. J'avais pas fait attention. Alors ça, c'est voilà. Extraordinaire. C'est le bijou. Ouais. Bien vu. C'est le gardénia. Alors ce sont des gardénias rustiques. Ça sent, oui, ça sent très bon. Ah ouais. C'est pour ça qu'on les a mis juste au bord du chemin. Voilà, donc c'est un petit arbrisseau. Hein, là, je pense qu'il a l'âge adulte. Rustique jusqu'à -10, -12. Donc ça passe. Il demande surtout un sol riche. Hein, parce qu'il a tendance, à sortie d'hiver notamment, à avoir un feuillage un petit peu jaune. Donc il faut lui apporter un petit peu de nourriture, de compost. D'accord. Et puis, donc, il est exceptionnel par la floraison parce que, alors là, c'est une fleur double. Cette variété-là, c'est le Summer Snow, si ma mémoire est bonne. D'accord. Et surtout, on n'a pas la caméra, mais alors le parfum est juste divin. Extraordinaire. Même à 50 cm, ça sent très bon. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, moi, soleil du matin. C'est ça. Et puis l'idéal, c'est exposition à l'est, soleil du matin, un petit peu plus à l'ombre pour pas brûler les feuilles l'après-midi. Et puis voilà, un sol ordinaire, un peu frais. Voilà. Allez, voilà. Pour conclure, peut-être cette merveille. Oui. Il a quel âge, lui? Tu disais que c'était assez rapide de croissance. Alors, je pense qu'il a une dizaine d'années. D'accord. Hein, une bonne dizaine d'années. Donc là, il arrive à peut-être 4-5 mètres de hauteur. Donc le Tetrapanax, effectivement, c'est hyper surprenant parce qu'il a un look complètement exotique. Ouais. Par contre, il est hyper rustique. Voilà, il arrive même à fleurir nous ici en fin de saison. Alors bon, les premières gelées par contre, ils sont fatales, mais voilà, c'est pas fragile. Donc fin de saison, c'est une fleur qui arrive sur le mois d'octobre là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, elles vont commencer à se former. Là, on commence à les voir, hein, les petits bourgeons, et puis elle met du temps après à se développer. Bon, après, la floraison n'a pas d'intérêt en soi parce qu'elle est un peu banale, hein, elle est un peu blanche pâle, mais ça reste toujours un petit plus. Et puis le Tetrapanax, en fait, il est assez prolifique. Hein, il nous fait plein de petits bébés tous les ans. Et si on le laissait faire, on aurait une forêt de Tetrapanax. D'accord. Et franchement, pour mettre dans un jardin, c'est une plante exceptionnelle. Ouais. Mais c'est vraiment envahissant ou c'est pas envahissant. Bien. Envahissant, ça serait si on pouvait pas le contrôler, etc. Non, moi je trouve que c'est hyper prolifique. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire profiter les copains jardiniers ou les amis. Donc non, c'est que du positif. La brume s'installe pour conclure notre visite. Un grand merci Xavier, c'était un plaisir de découvrir avec toi la roseraie, puis cette vallée de la Marienne. Je l'ai bien dit? C'est ça. C'est ça. Et que c'est vraiment un vrai bonheur. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le Puy du Fou, mais si vous ne connaissez pas vraiment, marquez-le dans votre agenda. C'est un lieu vraiment paradisiaque à visiter. Bien entendu pour les animations, mais surtout pour tout jardinier. Surtout, venez voir cette vallée. Il y a tellement de belles plantes à découvrir, telles que le Tetrapanax qu'on vient de voir. Et puis surtout, voilà, profitez parce que c'est vraiment un beau lieu, un cadre qu'on découvre du mois d'avril au mois de novembre. Premier week-end d'avril jusqu'au premier week-end de novembre. Voilà, donc le grand parc du Puy du Fou, vraiment à mettre sur votre agenda. C'est pas que les animations, comme je dis, le jardin, tout l'aménagement paysager qu'il y a autour est à découvrir. Un grand merci Xavier. Au revoir Pascal. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour d'un thème qui va vous donner, j'espère, une nouvelle inspiration pour votre jardin. Jardinez bien.